Alors tout d'abord, merci au Père Pérouse de m'avoir invité, et puis je remercie aussi Madame Messel, que je n'ai pas vue, mais qui a été très disponible quand il a fallu aller prendre quelques clichés de la chapelle. Voilà. Donc c'est une chapelle assez particulière et qui présente plusieurs points d'originalité, essentiellement parce que c'est une chapelle déjà qui a plusieurs versions, et qui, vu son ancienneté aussi, et les différentes réfections en l'état qui ont été faites, eh bien, donne un paysage assez éclectique par sa décoration, mais aussi par sa constitution. Et la dernière version date de 1987, après l'incendie de 1986. Et ce qui a été reconstitué, c'est vraiment une chapelle typique de l'art religieux du XVIIIe siècle, qui est en fait le résultat d'une diffusion profonde et durable d'un style qui était né 2 siècles plus tôt. Et donc ce que je vais essayer de vous montrer, c'est en quoi la chapelle des Marins est donc caractéristique de l'art religieux de la seconde modernité, c'est-à-dire du milieu du XVIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et ce que je vous propose en gros, c'est de faire une visite guidée de cette chapelle, d'entrer dedans, même si je vais commencer d'abord par un premier point architectural, où je vous ai mis donc deux types pour montrer deux types d'églises. Vous avez à gauche une église plutôt traditionnelle, avec sa nef, son chœur, son transept, et des chapelles qui sont positionnées de façon différente, des chapelles qui sont soit latérales quand elles sont sur le côté de la nef, qui sont soit orientées quand elles sont positionnées sur le transept, ou qui sont dites rayonnantes quand elles sont autour du chœur. Et puis à droite, vous avez donc le plan de la Notre-Dame d'Arcachon, avec en bas à gauche donc la chapelle des Marins telle qu'elle est positionnée. Et donc là, on remarque, alors qu'il y a d'autres chapelles, notamment on voit les chapelles orientées à la partie sud de l'église, là on remarque que la chapelle a une position tout à fait originale, qui s'explique bien sûr parce que l'église a été construite après la chapelle. Parce que généralement, des chapelles des marins, on le verra cet après-midi, je pense, sur la Normandie, parce que la Normandie, c'est vraiment la terre des chapelles des marins, avec la Bretagne. Et ce sont toujours des chapelles qui sont isolées, très isolées dans la campagne, isolées en bord de mer, isolées souvent en hauteur, un peu comme la chapelle des marins va l'être elle aussi. Et c'est rare que des églises se soient greffées dessus. Alors qu'à Arcachon, c'est la particularité, une église est venue se greffer sur la chapelle. Et ce qui donne donc ce plan tout à fait original qu'on trouve très très peu ailleurs. D'ailleurs, au moment où l'église d'Arcachon a été constituée au XIXe siècle, il a été envisagé de repenser totalement l'espace religieux, puisque les archives de la fabrique, dans les comptes rendus de 1856-57, montrent qu'on avait prévu d'enlever cette chapelle pour la refaire autrement, notamment par rapport à l'orientation des églises, qui sont notamment est-ouest, et là on a l'église d'Arcachon qui est orientée sud-nord, et ce qui est assez original aussi. Et puis on s'est rendu compte que les paroissiens se sont opposés à ce changement, et qu'ils ont obtenu donc de garder la chapelle des Marins en l'état, là où elle était, mais ils ont perdu un petit peu puisqu'elle était amputée. Voilà. Donc on va revoir quand on va entrer dedans à quel point elle était amputée. Cette chapelle, à l'origine, était en bois, ce qui explique notamment qu'elle est disparue lors d'une tempête assez facilement. Cette construction en bois s'explique assez facilement, puisque ça a été dit précédemment, dans la région, on manque une région de pin, de sable, on manquait de matériaux de construction, et donc vous avez aussi parlé des pierres réutilisées. C'est Eric qui en a parlé, des pierres réutilisées. Et effectivement, on manquait de pierres. Alors, il faut rappeler déjà, par exemple, que souvent les pierres qu'on utilisait, c'était les pierres des bateaux, des pierres de l'Est, notamment l'église de la Thèse, qui est construite en pierre de l'Est, totalement, et qui donne une façade assez originale dans la constitution. Donc, une chapelle qui est construite d'abord en bois, et qui est construite par les marins eux-mêmes, et notamment, comme en Normandie d'ailleurs, construite par des marins, et plus exactement par des charpentiers de marine. Alors, on va rentrer dedans, et voilà donc ce que l'on voit quand on est dans la nef, donc ce chœur, et on a une église de style vraiment baroque, avec tous ses ors, et c'est un style qui s'est imposé à partir du XVIe siècle en Italie,
Alors on fait de Michel-Ange l'un des précurseurs de cette architecture baroque. Mais c'est un style qui n'a pas concerné seulement que l'architecture, la peinture, ça a concerné beaucoup de domaines, la musique aussi par exemple, ou la danse, et c'est un mouvement général culturel européen qui est donc arrivé jusque dans le bassin d'Arcachon, mais tardivement. Hein. Donc c'est un mouvement qui rappelle un peu l'Ars Nova du XVe siècle, qui avait bouleversé totalement tous les aspects culturels du continent européen, et qui, donc le baroque s'est imposé au XVIIe et XVIIIe siècle principalement, surtout à partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Un peu qu'on retrouve aussi, par exemple, au château de Versailles, dont on va reparler plus tard pour la chapelle. Les acteurs les plus célèbres de ce style baroque, eh bien, ce sont Rubens, Velázquez, ou encore Hyacinthe Rigaud, par exemple, qui est resté célèbre pour son portrait de Louis XIV en majesté. C'est un style qui a des caractéristiques particulièrement marquées. Le mouvement, qu'on ne voit pas trop sur cette image, mais qu'on verra après dans d'autres images. Un goût certain de la dramatisation, ça c'est quelque chose qui est très, très fort dans le baroque, et qui convient parfaitement à un édifice où l'on cherche par la prière à évacuer les risques, à prier pour les disparus en mer. C'est un style aussi qui est caractéristique par une forme d'exubérance dans la décoration, avec le rejet de l'humilité, de l'austérité. Et dont le but, en fait, eh bien, c'est un peu ce que donne cette première image, déjà, c'est de frapper le spectateur. Frapper le spectateur qui entre dans l'édifice, de l'émouvoir par une sorte d'effet de masse. Le baroque est un style profondément religieux. Au début du XVIIe siècle, l'Église a notamment beaucoup encouragé le développement du baroque, l'Église catholique, qui encourage un art un peu grandiloquent, un peu pompeux, comme une forme de réponse à la réforme protestante. D'accord, ça faisait partie de la réforme catholique, la contre-réforme, et cette réforme protestante et son austérité. Le but, c'est de toucher le fidèle en plein cœur, éveiller chez lui des émotions fortes, l'impressionner, par la dramaturgie, pour répondre notamment aux angoisses eschatologiques, c'est-à-dire à toutes ces questions qui concernent, qui tourmentent les chrétiens au sujet de la fin du monde, le sort du croyant. Donc impressionner quel que soit le lieu. Et c'est impressionné autant le roi dans sa chapelle au château de Versailles, par exemple, qui assiste à l'office, que le marin du bassin d'Arcachon, qui revient d'un voyage périlleux et qui vient remercier la Vierge Marie pour sa protection. On imagine d'ailleurs assez bien le marin d'Arcachon revenir dans la chapelle fin 18e, par exemple, où la veuve est pleurée, qui vient pleurer un mari perdu en mer ou un frère perdu en mer, ou bien ces pèlerins dont Éric Suire a parlé tout à l'heure et qui viennent dans la chapelle et qui ont dû en ressentir une forte impression. Sans oublier le décor autour, qui va accentuer cette idée d'impression, hein, parce que le décor autour, c'était la dune, les pins, et c'était vraiment, vraiment isolé. Alors le terme de baroque vient du portugais barroco, qui désigne des perles irrégulières, aux formes imparfaites, et qui nous a légué ensuite l'expression, quand on parle de quelque chose dont on dit qu'il est baroque, c'est qu'il ne correspond pas forcément aux normes habituellement admises, et qu'il montre combien c'est à la fois surprenant, un peu étrange. Alors le terme n'est pas utilisé au début du mouvement artistique, c'est utilisé plus tard, surtout à partir du XVIIIe siècle, d'abord dans une forme un peu péjorative, puis glorieuse, surtout au cours du XIXe, où on loue le baroque et son héritage tout à fait foisonnant. Le succès du baroque est aussi à mettre en relation avec les bouleversements que l'Europe connaît depuis le XVIe siècle, avec cette nouvelle vision du monde, de l'univers, avec des grandes découvertes qui ont bouleversé les horizons, des Européens qui ont été en quelque sorte un peu déstabilisés, bouleversés par de profondes remises en cause que le mouvement baroque exprime bien, et puis donc ces angoisses eschatologiques dont je parlais tout à l'heure. Et ces angoisses conduisent les hommes à l'exubérance, à la démesure, à l'ostentatoire, qui répondent à la certitude de l'avenir et de la destinée, un peu comme si les émotions ne prenaient pas sur la raison. Donc fatalement, en 1722, quand vient l'heure de déplacer et de reconstruire la chapelle des Marins, menacée par les sables, eh bien, le choix du baroque s'est fatalement imposé. Donc je vais faire en 3 temps
les trois espaces qui composent la chapelle, la nef qui est divisée en deux avant et après la grille, offerte par les Bordelais, et puis le chœur après. Je voulais juste dire sur la diapo d'avant que le sol est fait de carrelages qui ont été pris à un château bordelais, donc ça c'était pour Michel quand même. Parce que c'est quand même... Et donc on peut passer au plafond. Un plafond... Oui, ce plafond donc, qui est dans la première partie de la nef, quand on entre dans la chapelle, un charpent en latte de bois, lambrissé. D'ailleurs, c'est le même type de plafond sur tout le long de la chapelle, et qui rappelle donc le caractère de construction d'origine qui était donc en bois. Et c'est un plafond qui présente en fait l'histoire, l'origine de la chapelle, c'est-à-dire... Eric en a parlé un petit peu tout à l'heure. En 1519, c'est cet ermite venu dans le Havre d'Arcachon et qui aurait assisté au naufrage de deux navires. Et ces deux navires, sur la peinture d'ailleurs, il n'y en a qu'un qui est réellement visible. Et on voit donc Thomas Illyricus à droite, un frère cordelier, franciscain, les bras ouverts, qui prie, qui se donne à la Vierge qui apparaît sur la gauche. Alors la Vierge que l'on reconnaît à ses vêtements bleus, bien sûr, à l'auréole de sainteté, et qui est ici représentée sans l'enfant. Parce qu'ensuite, on va voir qu'elle est toujours avec l'enfant, et qui lève les yeux et pointe son doigt vers le... Et puis entre les deux, on voit donc ce bateau qui est chahuté sur les flots par une mer démontée. Il s'agit, à la vue de la poupe, eh bien d'un trois-mâts, de système de voile d'un galion qui était le navire des échanges traditionnels depuis le XVIe siècle. C'est donc une chapelle sous le patronage de la Vierge Marie, Notre-Dame, on dit parfois aussi Notre-Dame des Flots en Normandie par exemple, et qui est donc fondée au XVIe siècle après une tempête qui a rejeté un buste de la Vierge sur la plage. Alors ça on terminera par ça puisque c'est un peu le clou du spectacle dans la visite de la chapelle des marins. Donc c'est une chapelle qui est dédiée aux personnes qui ont péri en mer, et c'est un lieu de dévotion, de recueillement pour les marins et pour leurs familles. Avançons un peu dans la nef, et sur la droite, nous trouvons donc la Vierge à l'Enfant sous un dé. Alors c'est une statue de pierre polychromée, avec un enfant qui est assez âgé par rapport aux représentations traditionnelles, et surtout avec une prise qui n'est pas très commune. On voit qu'elle le tient par le derrière, mais aussi par la jambe. Donc une attitude très protectrice, et l'idée de protection est omniprésente dans cette chapelle. La statue est positionnée sur ce qu'on appelle un dé, ou on appelle ça aussi un abat-voix, qui est daté de la fin du XVIIIe siècle. Il est placé généralement au-dessus de la cuve d'une chaire à prêcher, et qui a pour but de renvoyer la voix du prédicateur vers l'assistance, et ainsi d'améliorer l'audibilité. Et généralement, la bavoie surplombe une cuve, une chaire à prêcher, sur laquelle on retrouve des représentations du Christ, de Marie, de la colombe du Saint-Esprit. Et donc le chapelain vient y prendre place pour s'adresser aux fidèles. Là, c'est Marie qui occupe cette position, et elle est positionnée, elle n'est pas positionnée dans une cuve. Alors c'est ça qui est assez original pour l'époque. Alors la Vierge à l'Enfant, c'est une représentation typique dans l'art chrétien depuis les débuts de la chrétienté, et qui s'est beaucoup développée au XIVe et XVe siècle dans la peinture notamment, et dans la sculpture. Avant la construction de la basilique Notre-Dame, eh bien cet endroit marquait le milieu de la nef. Maintenant, il est dans le premier tiers. Ça montre l'amputation qui a pu avoir lieu, l'amputation en termes de place. 30%, je crois. C'est à peu près un quart environ. Oui, un tiers, un quart. Plus près du quart, j'ai pris la règle, j'ai trouvé plutôt un quart. Sans compter peut-être s'il y avait un narthex, mais bon, ça, c'est pas prouvé. Ensuite, dans cette première partie de la nef, on trouve les ex-voto. Les ex-voto, je n'ai pas beaucoup insisté, puisque le père Pérouse va en parler cet après-midi, mais je vais parler de ceux du XVIIIe siècle tout de même, puisque c'était dans le thème. Et donc, un ex-voto, c'est un objet qui est placé dans un lieu vénéré en accomplissement d'un vœu ou d'un signe de reconnaissance. Et il peut prendre des formes très variées, ce dont la chapelle témoigne d'ailleurs, parce que là, les ex-voto, dans la chapelle, il y a un peu toutes les formes, et c'est ce qui rend cette décoration très éclectique.
Alors le premier, c'est la Jeanne Françoise, celui qui serait daté de 1767, qui était commandé par Jean Soule, mais le mot est coupé. C'est une grande chaloupe de pêche. Est-ce un chasse-marée comme on en trouve au 19e, comme on dit au 19e? Parce qu'au au début du 19e, j'ai retrouvé un chasse-marée qui s'appelait aussi la Jeanne Françoise et qui agissait, qui naviguait encore sur la côte d'Argent et la côte basque. En tout cas, la forme du bateau avec ce mât avant, il ressemble fortement. Ensuite, nous avons l'ex-voto La Sophie, du 27 mars 1770, alors qui, elle, est assez originale pour une simple et bonne raison, c'est que généralement sur les bateaux qui sont pris dans les flots, on ne représentait pas au 18e des personnes dessus. Et là, on voit sur le pont, sur la gauche, on voit plusieurs personnes, au moins 3 très distinctement, qui, elles, sont représentées. Donc c'est une figuration qui est assez rare, puisque sur tous les autres, eh bien, on n'a pas de personnes représentées sur le pont. Alors c'est vrai que la tempête, c'est pas le meilleur moment pour sortir sur le pont. Ensuite, on a l'ex-voto du 8 décembre 1788, le Petit Louis d'Arcasson, commandé par le capitaine Sieur Baleste Marichon. La famille Baleste-Marichon est une famille réputée de la Teste depuis plusieurs siècles. Et là, on verra qu'il y a une étoile qui était dessinée en haut, mais j'ai refait un montage de tous les coins supérieurs pour expliquer tout ça après. Et puis enfin, on a, diapositive suivante s'il vous plaît, l'ex-voto du Saint-Pierre-Joseph de 1789. Comme de nombreux ex-votos, ce n'est pas signé. Les peintures ne sont pas signées. Ceux qui ont demandé ces peintures n'exécutaient pas eux-mêmes la toile. Ils s'adressaient à des artisans spécifiques, qui pouvaient être soit des ornemanistes, soit des peintres d'anciennes ou de trumeaux. Les trumeaux, ce sont ces espaces en bois entre les fenêtres. Soit des peintres de piété itinérants qui pouvaient circuler dans les campagnes notamment. Mais aussi, on pouvait demander à des peintres de marine qui étaient spécialisés dans la représentation de navires et qui étaient donc plus à même pour représenter avec exactitude les bateaux. Quel que soit l'exécutant, c'est ce que montrent les 4 images qui ont été projetées, eh bien la composition est toujours simple. Elle est toujours simple, elle obéit à des codes iconographiques qui sont précis. Une image dépouillée, claire, le sens ne fait aucun doute, un bateau dans des flots très agités, et qui présente une facture assez naïve. Alors d'ailleurs, dans toute la chapelle, les peintures sont généralement assez naïves, et une facture naïve qui doit montrer l'angoisse, qui doit provoquer l'émotion de l'angoisse qui devait étreindre les marins perdus et qui sont en train d'implorer la Vierge. Et c'est ce que l'on peut voir, s'il vous plaît, suivant, dans les différentes les angles des ex-voto. Alors il y en a 3 qui sont des vierges, 3 des vierges. Alors une que l'on voit pas très bien, et puis les 2 autres que l'on voit très bien avec la Vierge avec les deux bras écartés. Et sur la première, on a une Vierge à l'enfant. Et puis ce qui est assez original, c'est que sur l'une, celle de 1788, eh bien on n'a pas une Vierge, on a une étoile. On a une étoile. Sans doute l'étoile des mers, celle qui guide les marins, mais il ne faut pas aussi oublier que l'étoile c'était également un symbole religieux qui figure un lien entre Dieu et les hommes. Alors maintenant, la question c'est pourquoi avoir rompu avec la tradition de mettre une vierge dans l'angle de l'ex-voto. Est-ce que parce que les étoiles auraient eu un rôle dans le naufrage ou pour aider le navire à se sauver, à s'orienter? Bon, on ne sait pas trop. Et c'est un symbole de protection également, l'étoile. Et puis il ne faut pas oublier que c'est aussi un symbole d'accomplissement, sans doute de sauvetage. Et ces descriptions d'une situation profane, un navire en péril, eh bien, acquièrent un caractère religieux par la foi profonde des hommes en détresse, qui sont voués à la Vierge et offrent un ex-voto en signe de gratitude, témoignant ainsi du miracle aux yeux de leurs contemporains. Ici, rapidement, la grille qui partage la nef aujourd'hui. Une grille en fer forgé, offerte au XIXe siècle par les maîtres serruriers de Bordeaux, et qui est le témoignage à la fois d'un savoir-faire artisanal, mais aussi la mise en évidence de liens entre la ville portuaire, comme le recteur Poussou l'a rappelé tout à l'heure, et le proche bassin, et une influence bordelaise qu'on va aussi remarquer
dans la deuxième partie de la nef avec la présence de Saint-Clair. Donc ensuite, la deuxième partie de la nef, avec tout d'abord ce plafond. Alors ça, c'est un plafond non restauré. Tout simplement parce qu'après l'incendie de 1986, quand les Beaux-Arts ont entrepris la restauration du plafond, eh bien, ils n'ont pas retrouvé d'image pour le refaire. Donc il a été laissé comme ça, sans décoration. Mais la scène apparemment représentait le Christ parmi les docteurs de la loi. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ensuite, on va passer le tonneau parce que ça, je ne vais pas le faire. Et puis alors, on retrouve dans la partie droite de cette nef la statue de Sainte-Anne, donc la mère de Marie, une statue du XVIIe siècle, polychromée, qui représente donc la mère de Marie. Et puis ensuite, on retrouve beaucoup de peintures, des peintures qui sont elles aussi non datées, de facture assez naïve, mais qui ont toujours la même fonction, c'est celle de parler, d'être très parlante pour les fidèles. À gauche de cette partie de la nef, là cette fois-ci nous arrivons à Saint-Clair, l'évêque Saint-Clair. Donc la statue à la fois et le tableau. Un tableau dont l'arrière-plan d'ailleurs nous rappelle que Saint-Clair était un évêque de l'Antiquité. Alors c'est un autel surmonté, donc statue en bois cette fois-ci, polychromée dorée, donc Saint-Clair, évêque de Bordeaux, qui a été martyrisé à la fin de l'Antiquité à l'Actora, ce qu'on appelle Lectoure dans le Gers aujourd'hui, où il avait été jeté en prison pour avoir décapité, il a été décapité pour n'avoir pas voulu sacrifier aux dieux païens. Et c'était un prêtre un religieux venu d'Afrique qui évangélisait l'Aquitaine dans les premiers temps de la chrétienté, et son culte s'est répandu dans tout le midi de la France. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas très étonnant de le retrouver ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que au XVIIe, avec Sourdis, l'archevêque de Bordeaux, c'est que c'était un évêque qui était particulièrement honoré à Bordeaux, dans l'église de Sainte-Eulalie notamment, et l'archevêque François de Sourdis, donc entre 1599 et 1628, avait fait faire des chasses de bois doré pour ses reliques, et un buste reliquaire pour le crâne de Saint-Clair, et que ces reliques étaient portées solennellement en procession tous les ans, et que donc le culte de Saint-Clair a aussi atteint donc le bassin d'Arcachon. Et donc cela met à nouveau, après la grille offerte par les maîtres serruriers de Bordeaux, ça met à nouveau en évidence l'influence que les Bordelais ont eue dans le sud du bassin d'Arcachon. Entrons dans le chœur maintenant. Et donc on arrive au retable, le retable de la chapelle des Marins, qui est l'endroit où les dorures baroques sont les plus importantes. C'est un retable ici qui est monumental, tel qu'il s'en est développé depuis le XVIe siècle et la Réforme catholique, comme réponse au développement du protestantisme en Europe. Le retable, c'est un objet de dévotion qui était placé au-dessus de l'autel et qui, petit à petit, s'est agrandi en dimension et a été placé ensuite derrière l'autel. Et c'est ici un retable typique du XVIIIe siècle en France et en Europe, c'est-à-dire un retable monumental qui va jusqu'à la voûte et qui se déploie sur tout l'arrière-plan du chœur. Et à la voûte se situe Dieu le Père. C'est un retable de la Trinité, il y a Dieu le Père, il y a le Christ, et puis il y a le Saint-Esprit avec la colombe sous Dieu le Père. La Trinité, pardon, avec le Saint-Esprit avec la colombe sous Dieu le Père. Donc c'est un retable de Trinité, et dans ce retable, on a plus exactement ce qu'on appelle un retable tabernacle. Un retable tabernacle, puisqu'il accueille également le tabernacle qui contient les hosties consacrées et qu'il est placé au milieu du maître-autel et au milieu du retable. On va passer rapidement sur le plafond. Hein, le plafond qui est dit de style Louis XV, mais qui ne ressemble pas beaucoup du style Louis XV, avec cette scène qui est assez sombre, une scène de la Nativité. Parce que le style Louis XV, généralement, c'est un style de peinture avec frivolité, qui présente une forme d'oisiveté, avec des formes très enrobées. Et ici, on a un peu de peine à les remarquer. Mais encore une fois, ce qui importe le plus, c'est pas tant la qualité artistique, qui est assez modeste, mais la scène représentée, toujours tournée autour de l'iconographie de Marie et de son histoire. Et ce sont des témoignages, comme les autres peintures, hein, des représentations picturales dans les campagnes de l'époque moderne, d'ailleurs,
par des artistes qui sont sans doute moins prisés, moins cotés et qui vendaient leurs services à des paroissiens, mais qui laissent des témoignages forts sur la religiosité de ces populations rurales. Sur les peintures du chœur, je ne dirais pas grand-chose parce qu'elles sont dans le même registre que les précédentes, mais ce qui est assez intéressant, c'est cette peinture de 1624 qui représente cette fois-ci la chapelle vue du bassin. Donc ça, c'est quelque chose d'assez original, et on retrouve le style particulier avec ce mur-clocher et des bateaux qui circulent devant. Et on va terminer donc par la Vierge, bien sûr, celle qui constitue donc la fin de la visite, la Vierge, sans doute la statue découverte de la Vierge en enfant en 1519 par Thomas Illyricus, qui est dans une niche donc au-dessus du tabernacle. Alors c'est une Vierge en pierre, en albâtre dit anglais, qui est du gypse ou du calcite très blanc, une sorte d'opaline d'un grain fin qui est vert pâle et qui va vers le laiteux et qui va vers le bleu. Et donc c'est une statue qui provient sans doute du naufrage de 1519 auquel Thomas Illyricus aurait assisté, sans doute de la proue d'un navire, puisqu'elle avait été retrouvée avec des attaches dans le dos. Et donc sa date, alors par contre, n'est pas connue avec précision. On trouve beaucoup de dates différentes, du 12e jusqu'au 14e, voire 15e. Mais si on regarde bien les drapés de la Vierge, les drapés sont particulièrement fins. Et les drapés fins dans la peinture, dans la sculpture, ça apparaît à partir plutôt de la fin du 14e, début du 15e. Donc ça serait plutôt sans doute là qu'il faudrait le replacer. Et la Vierge ensuite avait été recouverte d'un manteau de gloire bleu. Et ce manteau de gloire, eh bien, les fidèles venaient y accrocher des cœurs en métal, c'est la dernière image, s'il vous plaît, avec une photo, vous m'excuserez, un peu floue, et des cœurs qu'on venait accrocher sur la robe de la Vierge en y glissant dedans des prières, des intentions, des remerciements, des mots destinés en tout cas à la Vierge Marie. Et aujourd'hui, ces cœurs sont accrochés sur des panneaux qui sont fixés au mur de part et d'autre du rétable. Donc pour finir, on a donc une chapelle de style baroque assez typique, plus précieuse cependant dans son mobilier et dans sa décoration que nombre de chapelles normandes par exemple. Ça correspond très clairement aux attentes des fidèles, à la religiosité des populations du sud du bassin d'Arcachon de cette époque, et ça répond aussi au canon de l'art baroque. Et finalement la décoration assez éclectique qui en résulte aujourd'hui est en fait tout simplement le fruit du temps qui passe et de l'accumulation de remerciements à la Vierge dans cette chapelle. Je vous remercie.